Un des sujets justement, c'est de réussir à faire en sorte de sortir justement le CEO de l'opérationnel pour justement, que l'opérationnel puisse être délégué par son équipe et que lui, il puisse vraiment être sur les sujets stratégiques. Il y a un sujet, c'est de définir clairement quelles sont les responsabilités de chacun. Si tout est validé par le CEO, en fait, les équipes, elles ont pas de marge de manœuvre. Par sa nature, en fait, le fonctionnement est chaotique. Donc maintenant, c'est comment est-ce que on fait en sorte qu'il soit pas le plus chaotique possible? Voilà, il faut mettre des process en place pour que, voilà, tout le monde ait l'information, qu'on sache ce sur quoi chacun travaille et être sûr que les bonnes priorités soient bien gérées. Un biais que je me rends compte, c'est entre ce que tu fais réellement et ce que tu penses faire, il y a parfois un écart. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nicolas, comment ça va? Salut Thomas, merci, ça va bien. Et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Nicolas, merci beaucoup d'être aujourd'hui dans Club Croissance avec moi. Ça me fait vraiment très plaisir. Je t'ai découvert il y a quelques semaines sur LinkedIn, sur un post qui parlait du bon fonctionnement d'un e-commerce. Tu es COO part-time pour les agences et les marques e-commerce. Tu vas nous expliquer en détail en quoi ça consiste. Et puis, on a défini ensemble une petite problématique pour aujourd'hui. Et cette problématique, c'est quelles sont les 3 problématiques justement que les e-commerce qui font plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, doivent faire face. Hem, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose Nicolas, c'est que tu puisses te présenter, nous expliquer qui tu es. Ouais, carrément. Déjà, pour commencer, merci à toi pour l'invitation sur le podcast. Trop content de partager ce temps avec toi, et de discuter de tous ces sujets. Donc, moi, rapidement, pour me présenter, je m'appelle Nicolas Gantenbein. Comme on l'entend, je suis, suisse-allemand. Heu, donc voilà, je suis ingénieur de formation. J'habite actuellement à Bordeaux, je suis marié, voilà et du coup, je suis CEO part-time donc qu'est-ce que c'est? C'est que j'accompagne donc des agences et des e-commerce sur l'organisation et la structuration, de leur business, notamment dans les phases de scale. Parce que souvent, en fait, quand on a fait des phases de scale, tout de suite, on passe de, 5 salariés à 15 et puis tout d'un coup, c'est un peu mouvant, c'est un peu chaotique et puis du coup, il y a toute une organisation à mettre en place pour pas se faire absorber, notamment par le CEO, de pas travailler tous ces week-ends, de pas passer, 80 heures par semaine à travailler, et du coup de systématiser tout ça et puis surtout d'automatiser aussi tout ce qu'on peut automatiser. Yes. Donc toi, tu interviens plutôt effectivement, comme tu le dis, dans une phase de scale et tu viens faire le ménage, pardon, et remettre chaque chose à sa place. Exactement. L'idée vraiment c'est de définir, la façon dont on travaille, comme en fait, comme un peu une recette de cuisine, qu'est-ce qui fait le succès finalement de notre entreprise, d'un point de vue aussi du client. Parce que parfois, on fait des choses un peu par habitude, mais en fait quand on grandit, il y a des choses qu'on faisait avant, mais qu'on ne doit plus faire. Et du coup, il faut voir à chaque fois, est-ce qu'on garde toute notre manière ou est-ce qu'on supprime certaines choses? Est-ce qu'on rajoute d'autres choses, d'autres éléments? Comme par exemple dans le parcours client, voilà, on va se dire, voilà, je sais pas si en tant qu'e-commerce avant on n'avait pas de logisticien, on faisait toutes les expéditions à la main et je sais pas, on s'amusait à écrire une petite carte manuelle, pour chaque client parce que on aimait faire ça. On avait, je sais pas, au début, on avait une trentaine de colis par jour à envoyer. Sauf qu'après, en fait, quand on passe à l'échelle, c'est un peu plus compliqué.
Ça veut pas forcément dire que dans son expérience client, on va pas apporter quelque chose de, je sais pas, de personnel ou de différent, mais on va devoir l'adapter parce que le CEO, il va pas pouvoir signer, pour les 200 clients par jour, la petite carte. Voilà, donc c'est un petit exemple. Ouais, c'est un petit exemple, mais qui est quand même intéressant. On va voir ensemble plusieurs exemples comme ça de choses qu'on doit soit automatiser ou sur lesquelles il faut se poser, les bonnes questions. Ça va se destiner plutôt, bah, justement à des marques qui font plus ou moins 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, donc qui ont certainement mis en place, des actions et pas mal de process pour arriver à ce stade-là, mais qui doivent à un moment ou un autre se poser des questions pour savoir si elles doivent continuer à miser sur ces process ou, soit à les améliorer, à les supprimer et cetera. Est-ce que Exactement. tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah, ton parcours avant de Ouais, devenir, COO, part-time, ouais. pour, bah, justement nous expliquer ce qui t'a fait, heu, créer cette propre expertise pour pouvoir la Ouais. proposer à d'autres marques e-commerce? Ouais, carrément. Bah, comme je disais, moi, je suis ingénieur de formation, donc j'ai commencé dans l'industrie, sur, des chaînes de production. En gros, comment est-ce qu'on produit plus avec les ressources qu'on a ou comment est-ce qu'on peut justement augmenter notre production de pièces avec le même nombre de machines qu'on a. Donc j'ai travaillé là-dedans. Après, j'ai travaillé dans le médical sur des sujets, de digitalisation. Donc comment est-ce qu'on supprime le papier? Et enfin, j'étais directeur opérationnel d'un média pour maman que j'ai structuré de 5 à 15 personnes et du coup, je m'occupais de tous les sujets de finance, de management, de marketing aussi, hem et toutes les sujets justement de process et d'automatisation. Donc j'ai un vrai regard 360, de l'entreprise et moi, ce qui me passionne justement, c'est la performance d'une entreprise, au global. Moi, je suis quelqu'un, je me dis toujours: «Comment est-ce que je peux avoir plus avec ce que j'ai?» Que ce soit financièrement, pour vous donner une petite histoire, quand j'allais au McDo quand j'étais petit, je me disais toujours: «Avec 5 € comment est-ce que je pouvais manger le plus?» heu et à l'inverse, dans mes journées, je me dis: «Beh, en fait, j'ai 24 heures, comment est-ce que je peux les maximiser ces 24 heures?» heu, tout en ne sacrifiant pas ma santé non plus parce que c'est pas le but. Mais du coup, cette question d'optimisation, c'est quelque chose qui me et de performance qui m'anime au quotidien et donc c'est quelque chose que je cherche toujours à faire dans les entreprises. Parce que moi, enfin, quand j'ai commencé, je voyais souvent aussi des guerres un peu de services. On a Parce que certains services ont des objectifs qui sont contraires. Si par exemple on prend le service, finance, et le service logistique, ils sont complètement à l'opposé, quoi. La logistique, eux, ils veulent le plus de pièces en stock parce qu'ils veulent zéro rupture, mais à l'inverse, la finance, eux, ils veulent le moins de stock possible parce qu'ils veulent immobiliser le moins d'argent possible. Donc déjà de base, tout est fait pour s'affronter, quoi. Donc donc dans certaines, entreprises dans lesquelles je travaillais, je voyais justement ces guerres de clans, et je trouvais ça, pas pertinent du tout, et contre-productif et moi justement ce qui m'anime, c'est ce côté, bah, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'entreprise au global, en fait, elle gagne le plus et qu'elle soit le plus performante et donc c'est ce que je recherche justement en accompagnement des e-commerce ou des agences, qu'elles soient le plus performantes possible. OK, très bien, et tu es aussi le fondateur d'une marque, e-commerce qui s'appelle Les Ouais, Sirènes. exactement, donc ça c'est un projet qu'on a développé avec ma femme. Ma femme a une carrière dans le textile justement, travaillé longtemps chez Carhartt, chez Edwin, dans d'autres marques, voilà et elle avait justement ce projet de lancer une marque de maillots de bain et puis moi, j'étais toujours, animé de lancer des projets. Donc on a lancé ce projet ensemble, justement, pour proposer justement des maillots de bain justement, pour les femmes, qui soient, éco-responsables et qui soient aussi adaptés, aux différentes morphologies des femmes. Donc il y a un grand travail qui est fait justement sur la coupe, au niveau des modèles. Donc voilà. Moi maintenant ça fait un an que je suis moins dans l'opérationnel, donc c'est vraiment ma femme qui est 100 sur l'opérationnel. Je vais pas me prendre la gloire qui ne m'est pas qui ne qui comment dire? Que qui ne m'est pas attribuée, mais enfin voilà, c'est elle qui est full time dessus et moi j'aide encore un peu sur le côté, mais on a lancé ce projet ensemble. Trop bien, top. En tout cas, c'est toujours, bien, quand on est expert sur une verticale qui touche à des métiers proches de l'e-commerce, d'avoir pu vivre ça de l'intérieur et de lancer sa propre, marque e-commerce. Ça t'a permis de, créer ton propre Shopify, Ouais, de regarder exactement. quels sont les indicateurs qui comptent, de te poser des questions
de logistique, de stock et cetera. De lancer J'imagine ses propres ads, ouais. de lancer ses propres ads, aussi, ouais. Mais effectivement, je pense que c'est plein d'étapes, plein de choses qui, mis bout à bout, font qui ont chaque e-commerçant fait face à des problèmes et toi, le fait que tu aies pu le vivre de l'intérieur, ça te permet de, bah, aussi sentir et avoir de l'empathie pour ces problèmes-là. Ouais, exactement. En fait, je pense que souvent on justement, le fait de se faire accompagner, parfois, c'est moi, je sais que, par exemple, dans le développement des sirènes, on s'est rapidement fait accompagner justement par des consultants en marketing et en fait, c'était une des plus grandes erreurs que j'ai faites, c'est que, on a fait appel à ces personnes-là sans connaître, sans avoir fait les expériences par nous-mêmes et du coup, après, parfois, on te fait des propositions et tu es en mode: «Ouais, c'est hyper intéressant et tout», mais au final, tu te rends compte que c'est pas pertinent. Donc ouais, je trouve que faire par soi-même justement, c'est hyper pertinent et puis tu fais les erreurs, tu comprends mieux aussi ton sujet, tes clients, ton business aussi, ouais. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans, tu as décidé de devenir, COO part-time. Tu Ouais. es parti de quel constat pour te dire: «Je vais faire ça comme métier dorénavant»? Hem, Bah, moi, c'était plus un constat un peu, personnel, c'est-à-dire que, enfin, c'était une envie profonde voilà, d'être à mon compte, d'accompagner justement des entreprises sur, ces sujets-là aussi, revenir un peu plus comment je peux dire? À la production, faire par moi-même. Avant, je gérais une équipe de 15 personnes, donc j'étais moins dans on va dire moins dans l'opérationnel et c'est quelque chose qui me manque. Ouais, comme je disais, je suis ingénieur de formation, j'aime bien ce côté un peu bidouiller, faire par moi-même, heu et du coup, c'est voilà, c'est tout naturellement comme ça que j'ai incarné ce rôle de CEO. Hem, ce que j'aime dans ce côté-là, dans la façon dont moi je travaille, c'est justement d'avoir ce côté stratégique et aussi opérationnel, de à la fois être dans le stratégique de voilà, comment est-ce qu'on se construit, quelles sont les choses à mettre en place, mais pas juste uniquement le mettre sur une belle présentation, Google Slide et dire: «Bah, voilà, il faut mettre en place ça, ça, ça et ça», mais aussi de le faire. Parce que justement dans l'action, parfois on se rend compte que certaines choses sont pertinentes, d'autres sont moins et du coup il faut ajuster et du coup c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de réussir à trouver le bon fonctionnement aussi qui va à chaque e-commerce, chaque industrie, hem, ou chaque entreprise, ouais. Très bien. Et ça ressemble à quoi le quotidien ou, les problématiques récurrentes, auxquelles fait face un CEO part-time, pour des marques e-commerce? Mmh. Hem, les problématiques, récurrentes, c'est, bah, il y a toujours un peu ces questions à la fois de structuration, c'est-à-dire jusqu'à où est-ce qu'on va sur, définir des process. Donc, est-ce qu'on va dire, hem, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Heu, voilà, est-ce qu'on va aller dans le détail de chaque chose, que doit faire une personne ou un salarié? Mais là, on rentre dans le micromanagement et donc si, je sais pas, je prends un exemple, par exemple, pour toi, Thomas, je sais pas, tu es une agence justement, tu fais du media buying donc, est-ce que c'est pertinent de dire à chaque personne: «Tous les matins, tu vas aller voir ton compte pub, tu dois aller voir cet indicateur, tu dois aller voir là. Si c'est pas le cas, tu dois aller, cut la pub, tu dois en rajouter une nouvelle», enfin voilà. Je suis voilà, c'est tout ça justement, de trouver ce juste équilibre entre donner des directives et en même temps donner la liberté aux salariés parce qu'ils ont aussi une expertise, et laisser aussi cette expertise s'exprimer. Prendre aussi pour les équipes, hein, avoir de l'ownership. Donc justement, il y a toujours un peu ces questions-là d'équilibre. Donc ça, c'est quand même des sujets assez intéressants, et qui sont assez prenants. Après, on a un sujet aussi sur les sujets plutôt sur l'automatisation. Notamment avec l'intelligence artificielle qui arrive, en ce moment, enfin qui se développe de plus en plus avec les agents IA et cetera. Donc il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut mettre ça en place? Est-ce qu'il faut pas le mettre en place? Est-ce que c'est pertinent pour nous, pas pertinent? Voir les use case business aussi qu'il peut y avoir. Donc c'est pas toujours donc voilà, il y a ces problématiques-là et aussi d'implémentation. Donc il y a tous ces sujets-là. Ouais, effectivement, tu dois avoir du boulot en ce moment avec, tout ce qui touche de près ou de loin aux agents, IA. Je pense que ça suscite beaucoup de questions, ça suscite beaucoup de FOMO, également. Est-ce que toi, tu as d'ores et déjà
des outils, des agents que tu recommandes plus que d'autres? Ben, en fait, justement, je pense que sur les agents, en fait, il y a beaucoup de choses, qui existent, mais moi, je me rends compte qu'il y a enfin, la maturité est pas non plus si énorme, entre ce qu'on voit sur LinkedIn et la réalité terrain. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de FOMO quand même, entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Il y a c'est sûr des choses qui sont vraiment hyper intéressantes, hein. Je veux dire quand tu as, quand tu une intelligence artificielle qui écoute ton call et qui te fait ton résumé de call et qui te dit la to do, bah, voilà, ça c'est clairement un usage où tu te dis: «Bah, voilà, c'est hyper pertinent». Moi j'y vois beaucoup d'intérêt. Tu passes pas 20 minutes à t'écrire ton compte rendu de mail ou ton compte rendu. Donc ça, c'est quand même des choses hyper intéressantes. Maintenant de là à avoir une intelligence artificielle qui va créer tout ton contenu, voilà, moi pour l'instant voilà, je veux dire actuellement, enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, hein, mais moi, je veux dire un contenu généré à 100 par IA, ça se sent. Donc, je pense que c donc voilà, je pense c'est faut plus le voir comme un assistant et dire voilà comment est-ce que lui il peut t'aider, quoi. Mais il faut pas non plus se dire qu'il va te remplacer, quoi. Ouais, effectivement, je pense que, il y a plusieurs sujets avec l'IA, c'est super intéressant. Ce qu'on va dire aujourd'hui va peut-être devenir, périmé, très enfin, va peut-être se périmer dans les heures, dans les jours qui suivent ce qu'on va dire, parce qu'on voit que ça évolue extrêmement vite. On voit aussi que c'est le sujet, à la mode et qui, pour beaucoup a l'air d'être une révolution, mais je pense qu'il faut effectivement le prendre par le bon bout. Parce que, qui dit, IA dit peut-être manque de différenciation, plus tard, mais si la différenciation reste, bah, effectivement un vrai atout quand on est dans un environnement compétitif, bah, c'est super important de garder cette différence-là. Et moi, j'aime bien le voir effectivement comme un outil, d'assistance qui fait gagner du temps et c'est un vrai outil. Mais pour autant, il faut, bien l'intégrer. Aujourd'hui, nous, en tant qu'agence, on se pose évidemment plein de questions sur ce qu'on doit, utiliser comme, automatisation, intelligence artificielle. Pour autant, on ne veut pas non plus tomber dans la peur du FOMO parce que derrière, il s'agit de former des équipes, de mettre en place toutes les structures, de potentiellement revoir, le fonctionnement, le quotidien d'une entreprise. Donc, il faut être sûr de prendre la bonne direction et de ne pas tomber sur, l'outil qui a l'air à la mode pour le moment. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il y a aussi par rapport à ça, il y a ce côté, hem, toutes les on se dit que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes. Et je pense que c'est un peu une vision, je sais pas, un peu une vision un peu, comment je peux dire? Un peu, trop belle, comme si elle allait tout remplacer. Alors que justement ce que je vois avec, justement les agences ou les e-commerce que j'accompagne, c'est, bah, en fait, si on définit déjà la façon dont on travaille, la façon, dont par exemple, je sais pas, toi en tant qu'agence dont tu vas t'occuper de tes clients et cetera, bah, en fait, si ça c'est déjà très clair, ton intelligence artificielle pour l'intégrer après, ce sera beaucoup plus simple. Je pense cette étape en fait de structuration dans tous les cas, elle t'aide et elle est importante à mettre en place. Ouais. Non, effectivement, bah, je pense que ça fonctionne très bien avec les agences, ça va aussi fonctionner très bien avec les marques e-commerce. Et donc, bah, Ouais, je pense qu'on va rentrer dans le vif du ouais, sujet du jour. Donc carrément. le sujet du jour, c'est les 3 problématiques, auxquelles font face les e-commerçants qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, la première problématique auxquelles, bah, ces e-commerçants-là, ils font le plus souvent, face? Ouais, exactement. Bah, je pense que la 1re problématique qu'on rencontre, c'est les e-commerce, c'est souvent d'être limité par le CEO, dans le sens où, ben, il faut pas que souvent, ben, quand on passe à certaines étapes, enfin, pardon, dans l'étape de la croissance d'une entreprise, au début, ben, voilà, on est seul, le CEO est seul, après il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Puis il y a encore beaucoup de choses qui passent par le CEO. Donc il y a je sais pas, il y a les pubs vont être validées par le CEO, les produits vont être validés, toutes les dépenses vont être faites par le CEO. Il y a une seule carte bancaire, donc c'est lui qui va faire tous les achats, enfin voilà. C'est quelques exemples, mais du coup, le CEO, il a du mal à sortir de l'opérationnel. Et donc, un des sujets justement, c'est de réussir à faire en sorte de sortir justement le CEO de l'opérationnel pour justement, ben, que l'opérationnel puisse être délégué par son équipe et que lui, il puisse vraiment être sur les sujets stratégiques.
Et donc souvent ce que j'observe, c'est, bah, voilà, les e-commerce qui sont dépendants de leur CEO, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand le CEO il est pas là, bah, ça avance pas. Donc soit, s'il est en vacances, ça avance pas, hem, ou voilà, s'il est absent, ben, en fait, la boutique elle tourne plus. Donc en fait, il y a un peu ce côté-là d'enlever, en fait, de se dire: «Bah, voilà, on met en place une organisation où en fait le CEO il est plus, comment je peux dire? C'est plus impératif qu'il soit là pour que tout fonctionne. Mais Sur mais la en même temps barque c'est entre guillemets, c'est plus lui qui rame, mais c'est lui qui est exactement, justement à dire, le rythme auquel il faut ramer. exactement. Mais en même temps c'est hyper, difficile, hein, en termes de posture parce que du coup on se dit: «Mais punaise en fait, je sers à rien». Du coup il y a un peu son rôle aussi, le rôle du CEO qui est justement qui doit être réinventé. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi des choses que j'ai pu observer avec certains clients, que je ne nommerai pas, mais à certains moments, bah, en fait, si tout est validé par le CEO, bah, en fait, les équipes, elles ont pas de marge de manœuvre. Et donc en fait, au final, bah, en fait, tu as une perte d'autonomie, bah, les équipes, elles prennent pas de décision parce qu'elles se disent: «Bah, en fait, dans tous les cas, que je prenne cette décision-là, le patron, il va passer derrière et il va me dire que non, ma petite virgule, elle est pas juste». Donc en gros, il y a aussi un peu ce côté, du coup, moi, je suis pas motivé, donc il y a une démotivation de tout le monde, donc tout le monde y perd, quoi. Donc voilà. Et en même temps, c'est voilà, c'est un équilibre à trouver, hein, parce que enfin, je pense, tu sais peut-être Thomas, mais je crois qu'il y a une histoire comme quoi Bernard Arnault, il est plus du tout dans l'opérationnel, hein, CEO de LVMH, et en même temps, il visite quand même, je crois un jour par semaine, il va visiter les boutiques. Donc il arrive quand même à rester connecté au terrain, et ça, je trouve justement, c'est un équilibre à trouver justement entre, à la fois, être dans le stratégique, donc pouvoir penser au plus long terme, et en même temps être dans l'opérationnel. Ouais, effectivement. Bah, c'est tout est souvent une question d'équilibre, surtout à ces stades, à ces stades-là. Nous, on s'en rend compte aussi à l'agence quand on accompagne des marques, e-commerce. Bah, souvent, quand on a le fondateur en face de nous, c'est son petit bébé et c'est normal. C'est lui qui a créé, l'entreprise, c'est lui qui a lancé les premières actions. Si ça fonctionne, c'est, en grande partie, grâce à lui et personne ne connaît mieux que lui sa marque. Mais là, on parle bien effectivement de marques qui, ont franchi le stade des 1 million d'euros de chiffre d'affaires et bah, si tout est dépend du CEO, de son temps, de sa prise de décision, en faisant de plus en plus de chiffre d'affaires, il y a de plus en plus de décisions et donc ça peut effectivement, prendre trop de temps et bah, le temps parfois c'est, comme on dit souvent, c'est de l'argent, mais surtout, le temps de prendre une bonne décision, c'est le temps qu'on n'aura pas passé à la tester. Et et ça, c'est des choses qu'on voit assez, fréquemment. Je pense que c'est un peu comme quand on a un enfant, effectivement, au départ, c'est un petit bébé dont on s'occupe, bah, beaucoup, tous les jours. On passe énormément de temps à côté, puis plus l'enfant grandit, plus on s'en détache, plus il devient, autonome et plus il faut savoir lui faire confiance, comme on sait faire confiance à son équipe et puis à ses, prestataires et partenaires. Tu as d'autres exemples comme ça de cas de figure sur des décisions sur lesquelles, bah, des CIO prennent encore trop de place, à ce stade, de chiffre d'affaires et sur lesquels il ferait mieux de déléguer? En fait, je pense qu'il y a un sujet, c'est de définir clairement quelles sont les responsabilités de chacun. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut, enfin, des situations, il y en a beaucoup, mais enfin, je pense que vraiment l'enjeu, c'est de se dire: «OK, quelle est ma responsabilité en tant que CEO dans l'entreprise?» Et après en fait, limite, en fait, tu peux commencer en fait à faire un audit de ton agenda, en fait, où tu listes, en fait, tout ce que tu fais dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, enfin voilà. Tu listes tout et tu te dis: «Bah, au final, quelle est la seule chose que moi, je suis le seul à pouvoir faire?» Je sais pas, par exemple, tu es CEO d'une marque e-commerce, tu dois lever des fonds, bah, en fait, tu es le seul à pouvoir le faire. Tu vas pas demander à, je sais pas, à ton responsable marketing de le faire. Exemple. Hem, donc donc ça va être ta top priorité. À l'inverse, je sais pas moi, gérer, l'agence, qui gère ton media buying, bah, tu as peut-être pas besoin d'être là à tous les rendez-vous parce que tu as quelqu'un dans ton équipe en interne qui gère le marketing. Donc c'est elle qui va prendre le lead là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire: «OK, je prends mon agenda,
ou limite, en fait, si tu as pas ton agenda, tu te dis pendant une semaine, tu as des outils qui sont hyper cool comme Toggle ou quoi, ou qui te permettent de chronométrer, en fait, tout ce que tu fais. En fait, c'est hyper facile du coup, parce que du coup, tu lances un chrono, tu taffes sur un truc et après tu changes de sujet, tu l'éteins, tu relances, enfin voilà. Et à la fin de ta semaine, tu te dis: «OK, en fait, j'ai passé tant et tant de temps sur le marketing, tant et tant de temps sur, je sais pas moi, la gestion de la production, tant et tant sur les finances» et cetera. Ça te permet d'avoir vraiment un audit clair sur ce que tu fais dans ta semaine. Parce que souvent, il y a aussi un biais que je me rends compte, c'est entre ce que tu fais réellement et ce que tu penses faire, il y a parfois un écart. Ça peut être intéressant. Et après de réfléchir en termes de domaine, d'expertise aussi. Quel est là où toi, en fait, tu as la plus grande valeur ajoutée? Si par exemple, tu as un CEO, je sais pas, qui est à fond, un expert du branding, ben, OK, tu as peut-être quelqu'un dans ton équipe qui fait du branding, mais en même temps, c'est ta valeur ajoutée, le branding, donc je je pense qu'il faut que tu continues à le faire. Alors qu'à l'inverse, je sais pas moi, gérer tes fournisseurs, c'est pas du tout ton domaine de prédilection, ben, dans ce cas-là, tu vas pas gérer ça. Et voilà. Et après une fois que tu as fort de ça, ben, en gros, tu peux déterminer, par exemple, les responsabilités de chacun. Il y a une matrice qui s'appelle la matrice RACI, je sais pas si tu OK. connais, toi? Non, je connais pas, tu peux nous expliquer? Ouais, carrément. Donc la matrice RACI, donc c'est assez simple, c'est un tableau que tu remplis avec, à gauche, tu vas mettre toutes les tâches de ton entreprise. Tu vas mettre, je sais pas moi, gérer le media buying, gérer, ma trésorerie, développer des nouveaux produits. Enfin voilà, tu fais vraiment le listing de toutes les tâches que tu as dans ton entreprise. Ça, c'est à gauche et en haut, en gros, tu vas mettre R, donc c'est le responsable. Non, responsible, c'est pas responsable. En français, c'est le réalisateur. Accountable, donc ça, c'est le responsable. Après le C, tu as consulté et 4, tu as informé. Et donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu as pour chaque item, en fait, tu vas remplir les différentes personnes. Donc si ton entreprise, elle est petite, en fait, par exemple, tu vas avoir une personne qui va être le réalisateur et le responsable, par exemple. Enfin voilà. Et en fait, ce qui permet en fait, cette matrice, qu'elle te permet, elle te permet de te rendre compte qui est-ce qui va faire le travail, qui est-ce qui va être, qui est-ce qu'en fait est responsable du travail, tu vois? Et qui est-ce qui va être consulté parce que je sais pas, en fait, il est expert sur ce sujet, donc on va le consulter, on va faire appel à lui parce que c'est important, mais c'est pas lui qui va faire le travail. Et qui est-ce qu'on va juste informer de l'avancement. Et donc en fait, ça te permet toi, hem, en tant que CEO aussi de savoir, bah, voilà, qui est-ce qui est responsable de quoi. Parce que voilà, si ton équipe, elle grandit rapidement, tu peux aussi vite te retrouver dans des situations où, bah, avant quand tu étais 3-4, en fait, tu voyais un problème, le problème était résolu parce que quelqu'un prenait le problème et se dit: «Bah, je m'en charge, OK, je fais le taf et c'est fait». Alors que, bah, quand tu es, je sais pas, 15-20, bah, en fait, tu peux voir les problèmes, mais tout le monde se dit: «Ah, bah, c'est l'autre qui gère, c'est l'autre qui gère» et au final, personne gère le problème. Et après, toi, en tant que CEO, tu te rends compte du problème et tu dis, «Punaise, là, on a des retards de livraison, mais pourquoi, personne s'en occupe?» Voilà, et on m'en a pas informé. Et là, tout le monde se renvoie un peu la balle. Et en fait, c'est pas de la mauvaise foi ou quoi, c'est juste, c'est pas clair qui est-ce qui devait s'en charger. Cette matrice, elle peut aider justement à la fois de définir auprès de tes équipes qui est responsable de quoi, et aussi toi en tant que CEO de voilà, enlever certaines tâches que tu avais jusqu'à maintenant et de les déléguer, efficacement. Yes. Donc si je résume, un des premiers problèmes, pardon, qu'une marque e-commerce rencontre une fois qu'elle a franchi le palier des 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est qu'elle est trop dépendante de son CEO sur trop de, décisions. Et une des solutions à ça, c'est, de faire un audit de toutes les tâches réalisées par le CEO et puis plus globalement de toutes les tâches qui doivent être, réalisées, au sein de l'entreprise, mais d'aller de la tâche la plus, importante à celle qui peut sembler être, un détail et d'utiliser ce genre de matrice pour savoir, qui est responsable de la tâche, qui doit la réaliser, qui doit être consulté, informé et cetera. Pour sortir à la fin une sorte de, hiérarchie claire de qui fait quoi et à quel moment. Ouais. Ouais, exactement. Très bien, Exactement. top. Et donc on a fait le tour un peu de cette première problématique. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus sur la deuxième problématique que tu as préparée pour aujourd'hui?
Ouais, carrément. Ben, la 2e problématique que j'ai observée chez mes clients, bah, c'est justement toute la partie des systèmes, des process, hem, qui sont parfois inexistants ou parfois, existants, mais pas forcément bien, comment je peux dire? Bien, heu, qui sont pas forcément utilisés. L'idée là, c'est, je vais prendre un exemple, que tout le monde comprendra, c'est, quand on fait un gâteau, on suit généralement une recette. Pour ma part, je suis piètre pâtissier, mais j'arrive à suivre une recette. Donc je suis pas créateur de recettes, mais je suis une recette. Ouais, Et moi je donc suis comme toi. et du coup, bah, dans ta recette, on te dit: «Tu mets, 200 grammes de farine, 100 grammes de beurre, du sucre», voilà. Et puis après, si tu suis ta recette, en fait, ton gâteau, tu es sûr qu'il soit bon. Jusque là, on est d'accord. Beh, du coup, l'idée, c'est de créer justement ces recettes qu'on peut aussi appeler des process dans ton entreprise et du coup, ces recettes qui vont, permettre ils ont plusieurs objectifs, hein. À la fois, ils vont te permettre d'assurer un niveau de qualité. Donc comme ça, au moins, tu es sûr, que tu aies un client ou que tu en aies, 100, ils vont tous être traités de la même manière. Il y a aussi un sujet d'onboarding auprès de tes salariés. Donc, quand tu as un nouveau salarié qui arrive, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu peux lui dire: «Bah, voilà, tu as cette doc-là, que tu peux suivre. Chez nous, on travaille comme ça, comme ça, comme ça. Quand on développe un nouveau produit, je sais pas, quand on développe une nouvelle crème, bah, on a ces 10 étapes-là. Et cette personne s'occupe de cette 1re étape». Voilà, on sait exactement comment on fonctionne. Et surtout aussi, il y a un avantage aussi, si on veut, par exemple, vendre son entreprise, bah, en fait, la valeur de ton entreprise est aussi plus forte parce qu'en fait, tu peux industrialiser la façon de fonctionner. Alors que si voilà, tout est dépendant du CEO ou de certaines personnes, bah, voilà, si ces personnes partent, bah, en fait, ton entreprise, elle va perdre de la valeur. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir ces recettes, ces process, et puis voilà, qui tu peux en avoir, par exemple, sur, bah, voilà, comment est-ce que tu vas développer des produits? Bah, par exemple, tu as Asphalt qui est très bon là-dedans, hein, qui ont un ils ont plusieurs questionnaires justement qui vont leur aider à affiner leurs produits pour proposer des produits justement qui sont adaptés vraiment aux besoins de leurs clients. Donc en 1er, je crois que tu as un questionnaire, avec différents produits déjà pour savoir quels sont les produits qu'auraient besoin les clients et puis après, suite à ce 1er questionnaire, bah, tu vas avoir un questionnaire, enfin, qui aura déterminé quels sont les produits qu'ils vont développer. Donc à l'intérieur, tu vas avoir un questionnaire, je sais pas, on développe une nouvelle veste, bah, quelles sont les caractéristiques que doit avoir cette veste? Voilà et après, donc tu as toutes ces étapes-là, en fait, c'est hyper, processisé et du coup, ça te permet aussi de savoir, toi, en interne, bah, voilà, si je veux sortir un nouveau produit, je sais que j'en ai pour 9 mois, de développement avec mes différents fournisseurs et cetera, avec les différents prototypes que je dois lancer et donc ben, je dois lancer, bah, je sais pas, par exemple, pour les maillots de bain, si ma femme, elle sait que en septembre, elle doit sortir la nouvelle collection doit être prête pour l'été d'après. Parce que sinon, tu es pas dans les temps et tu vas être dans le rush. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces jalons qui vont te permettre après aussi de sortir tes produits à temps, de pas avoir de retard. Moi, voilà, tu peux aussi, j'ai vu des entreprises, voilà, qui ont des lancements qui sont hyper orchestrés, hein. Ils savent, bah, je sais pas, tu as une phase de teasing qui va durer 10 jours, heu, où tu vas commencer à préchauffer ta base mail, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas en parler, tu vas faire des jeux concours. Enfin voilà, il y a toute une mécanique qui se met en place et donc, aussi à chaque nouveau lancement de produit, bah, en fait, c'est plus simple parce qu'en fait, tu sais toujours que tu suis ce process-là et du coup, tu dois pas réinventer la roue. Ouais, c'est beaucoup plus simple déjà aussi pour pouvoir, déléguer à des, soit des nouvelles recrues, comme tu le disais, tout à l'heure. C'est beaucoup plus simple de venir et quand les choses, elles sont, claires et bien, cadrées. Ça réduit aussi le risque de, d'erreur et donc d'insatisfaction d'un côté comme, d'un autre. C'est aussi beaucoup plus simple de travailler avec, par exemple des agences, comme la nôtre quand on peut, nous prévenir suffisamment longtemps, en amont d'un lancement de nouveaux produits, d'une opération, commerciale. On va essayer peut-être de faire un petit tour de lieu de tout ce qui peut être, processisé, mais je pense qu'on ne fera pas une liste, exhaustive parce que finalement tout peut être, processisé. Mais nous, on a aussi tendance justement à recommander ça à nos clients d'être le moins à l'arrache possible et plus dans, l'anticipation et les process permettent cette, anticipation. Tu parlais d'un lancement de nouveaux produits, mais,
peut y avoir aussi, les temps forts commerciaux, c'est quoi les étapes? Est-ce qu'on commence par, un brainstorming? Avec qui? Avec quel, partenaire? Et ensuite on passe sur, par exemple, prenons Noël, mais peut-être que Noël, il faut, s'habituer à le prévoir, 4 mois à l'avance pour pouvoir savoir quel est, le shooting photo qu'il va falloir, tourner et toutes les séquences vidéo, faire un point avec l'agence, plusieurs mois à l'avance, lancer les ads à partir de telle date et cetera. Et il y a un vrai process à faire de ce côté-là. Exactement et puis après, c'est aussi des choses, je pense qu'il faut se le dire que c'est parce que parfois je vois les on se dit: «Ah c'est chiant, c'est faut écrire, faut machin», enfin voilà, comme si c'était un peu figé dans le marbre ou, ben, je sais pas en fait, actuellement on fait comme ça, mais enfin voilà et je pense que c'est quelque chose qui est mouvant et il faut aussi se dire, bah, tu t'apprends aussi au fur et à mesure de tes lancements, donc en fait, tu vas voir certaines choses qui fonctionnent et tu te dis: «Ah ben, là, on peut peut-être ça a fonctionné, donc on va continuer ça, mais ça a moins bien fonctionné, donc on va le réadapter» et donc c'est aussi bien parce que ça permet aussi de faire un peu un post-mortem par après, hein, d'apprendre de ses erreurs et de les intégrer quelque part. Parce que souvent le pire, enfin voilà, c'est de reproduire des erreurs qu'on a déjà faites. Ouais, effectivement et puis de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent simplement par manque, Ouais. d'organisation. Hem, c'est quoi pour toi les process que tu identifies le plus souvent et qu'il faut mettre en place chez, tes clients? On prend l'exemple d'un e-commerce, j'imagine? Ouais, pour un e-commerçant, je pense qu'il y en a plusieurs, hein. Hem, pour moi, il y a si on prend un peu la chaîne de valeur, pour moi, il y a tous les process de développement produit, qui doivent être, hyper clairs. Donc, voilà, comment est-ce que tu développes un nouveau produit? Déjà, comment est-ce que tu t'assures que ton produit soit bon, qui va être utilisé que tes clients veulent ce produit-là? Donc il y a toute cette partie-là, comment est-ce que tu vas créer tes différents prototypes et cetera, pour arriver jusqu'à la commercialisation de ton produit. Donc pour moi, il y a ces process-là. Il y a les process aussi, bah, comme on a dit marketing, hein, qui sont bah, voilà, toi, tu es un peu tributaire de ça, mais j'imagine, tu vas dire: «Bah, voilà, j'ai le Black Friday, ben, en fait, il me faut les créas, je sais pas, 2 semaines avant ou 1 semaine avant», voilà, donc pour moi, il y a tous ces temps forts, commerciaux aussi qui sont à processer. Il y a tous les process aussi de gestion de stock. Donc, comment est-ce que tu t'assures voilà, des réapprovisionnements de tes produits, de pas être en rupture? Donc ça dépend aussi de tes produits, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu as un produit saisonnier ou pas? Je prends l'exemple des maillots de bain, bah, voilà, nous, c'est des collections, donc en fait, tu sors une collection et puis après, généralement, tu vas pas reproduire les mêmes produits à part des intemporels. Heu, mais à l'inverse, je sais pas si tu une marque de compléments alimentaires, ton magnésium, tu vas toujours enfin tu en auras toujours, heu et a priori, ce sera peut-être même le même dans 2 3 ans. Donc il faut réfléchir à comment est-ce que, bah, tu t'assures justement d'avoir pas ces problématiques de stock. Donc il y a des process à gérer à ce niveau-là. Il y a tous les process, financiers, justement à avoir en tête. Donc que ce soit, plutôt sur la partie pilotage, hein, financier, c'est-à-dire, d'être sûr que de tes suivis de marge, de tes suivis de trésorerie et cetera. Et puis après, il y a des process aussi pour moi, de management. Donc comment est-ce que tu animes ta vie d'équipe? Est-ce que, bah, voilà, tu as une réunion hebdomadaire où tu vas mettre les priorités de l'équipe? Est-ce que, par exemple, pour, toute la gestion, par exemple, de tes objectifs, est-ce que tu utilises, par exemple, les OKR? Donc ça, c'est aussi des process qu'on peut mettre en place. Comment est-ce que tu vas les animer aussi, durant tous tes trimestres? Voilà. Donc il y a tous ces sujets-là. Après voilà, ça va vraiment dépendre aussi de quel est le type de produit, comment est structuré ton business. Est-ce que c'est un business saisonnier ou pas? Est-ce que tu as du B2B dans ton enfin, pardon, est-ce que tu fais beaucoup de B2B ou pas? Enfin voilà, donc ça, c'est plein de choses qui vont aussi, qui vont modifier les process que tu vas mettre en place. Ouais, effectivement, et puis il peut y avoir aussi tout un tas d'autres, process. J'imagine aussi des choses, post-commande. La livraison, bah, mon process, c'est, de mettre dans une boîte, un petit sachet de bonbons avec un tote bag, et une carte qui invite la personne à prendre, une photo de son produit une fois qu'elle l'a reçu, et cetera et cetera. Mais, je pense que, on n'a jamais, trop de process. Il faut évidemment pas que ce soit, des barrières, à l'action. Mais être discipliné et organisé,
C'est effectivement un pain point qu'on voit assez régulièrement dans les organisations. Je pense que toute organisation, toute entreprise par définition, heu, évolue dans un bordel plus ou moins, organisé. D'autant plus quand on est en train de scaler, bah, il y a plein de choses qui nous viennent qu'on n'avait pas nécessairement anticipées. Mais se battre chaque jour un peu plus pour pouvoir, remettre chaque chose, dans le bon sens et à la bonne place, bah, c'est une bonne manière d'évoluer. Ouais. Mais en fait, je pense que comme tu as dit, le le monde en fait de base, je crois que c'est la physique quantique ou un truc comme ça. Moi, je j'y connais pas grand chose, hein, mais à un moment on m'a dit, tu sais le monde n'est que chaos et du coup, il y a un peu ce côté aussi d'accepter en fait parfois, le chaos. Pour moi qui suis quelqu'un de plutôt structuré, j'ai du mal à accepter le chaos, mais en fait, il faut accepter que en fait par sa nature, en fait, le fonctionnement est chaotique. Donc maintenant, c'est comment est-ce que on fait en sorte qu'il soit pas le plus chaotique possible? On n'abandonne pas non plus, en se disant: «Bah, de toute manière, c'est chaotique, donc c'est le bordel, donc on laisse tout ça part dans tous les sens». Non, il faut réussir à justement trouver le juste équilibre et justement tu peux, enfin moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de me dire: «Bah, voilà, en fait, il y a des phases dans lesquelles, en fait, comme tu dis, tu scales fort, mais en fait, tu pas le temps de te poser et tout». Mais à un moment, il faut quand même se dire: «OK, bah, là, il faut qu'on se prenne le temps». Parce que sinon, en fait, généralement, il y a une phase, je pense que de la croissance qui s'appelle, Scale Depth Mess. En gros, bah, tu scales fort, après tu arrives à un plateau. En fait, généralement, ce qui se passe là, c'est si ton organisation elle est pas structurée, en fait, tu vas, enfin, tu vas décroître parce que, heu, ton taux de satisfaction client baisse, heu enfin voilà, tes clients sont insatisfaits, donc ils écrivent des mauvais avis sur, Trustpilot, donc en ads, c'est plus compliqué à convertir. Enfin voilà, tu vois tout le truc, ton taux de conversion baisse et du coup, en fait, pour éviter ça, bah, du coup, il faut se dire: «Bah, OK, on a scalé, bah, maintenant on se prend un peu de temps là, on consolide, on structure pour avoir la prochaine phase pour pouvoir, rescaler». Ouais, effectivement et c'est une bonne manière de l'expliquer parce qu'il faut pas non plus tomber dans le piège inverse, de vouloir, trop organiser ou de trop vouloir, bien huiler la machine avant qu'elle ait même, enfin commencé de fonctionner. Ça doit être effectivement le chaos qui amène les process à mettre, en avant, en priorité, en place. Top, très bien. Donc on a parlé des 2 problématiques, qui enfin de 2 problématiques sur les 3 dont on va parler aujourd'hui. On a parlé de l'omniprésence du CEO, on a parlé du manque de process et de système pour, bah, donner du sens et savoir déléguer, savoir travailler avec ses, partenaires et travailler avec efficacité. C'est quoi le troisième problème que tu rencontres le plus souvent dans ces e-commerce qui justement viennent de franchir, la barre des 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Bah, le 3e sujet pour moi, c'est le pilotage stratégique. Donc c'est justement avoir, toutes les informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire de de pas prendre toutes ces décisions au doigt mouillé, en se disant: «Punaise, là, on a trop de stock, il faut vite qu'on lance une OP, je sais pas, de déstockage à moins 30 sauf que, bah, ça va dégrader son image de marque et cetera». Donc c'est de se dire: «OK, on a les bonnes informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions». Et donc ça passe par bah, pour moi, en fait, dans le pilotage stratégique, il y a un peu, 3 sujets qu'on pourrait aborder. Il y a le premier sujet, hein, c'est clairement la gestion du BFR, bah, comment est-ce que tu gères ta trésorerie. Ça, c'est quand même un gros enjeu pour les e-commerce. Moi, je sais qu'avec les sirènes, c'était toujours un gros enjeu parce qu'en début de saison, bah, tu dois commander tout ton stock. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là aussi. Bah, en fait, du coup, d'une certaine manière, plus tu veux produire, plus tu veux vendre, bah, plus tu vas avoir besoin de liquidité, donc de trésorerie. Donc là, pour moi, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir des solutions, tu vois, tu as des outils qui te permettent justement de bien monitorer ça et aussi de dire, bah, voilà, tu vois, comme par exemple, tu as Agicap, tu as aussi Pennyline qui te permettent de gérer ça et du coup, bah, en fait, tu peux par exemple te dire: «OK, ben, à ce voilà, je sais pas, tu dois faire un acompte de 50 par exemple à la commande et en fait les 25 d'après, ils sont à la livraison, les 25 sont à 30 jours. Bah, en fait, ça te permet du coup après de faire des estimations de vente, tu vois?
commercial et du coup, tu te dis: «Bah, OK, bah, à ce moment-là, il faut que j'ai vendu tant et tant, tant et tant de produits pour qu'en fait ça en termes de trésorerie, ça passe», tu vois? Ou alors après, ça te permet aussi d'aller voir ton fournisseur et essayer de négocier avec lui d'autres termes de paiement. Ouais. Après Et il y a ouais, vas-y, vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Non, non, après pour moi, il y a le deuxième sujet, c'est le contrôle de la marge. Donc parce que voilà, dans un e-commerce quand même, mine de rien, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Tu peux vite perdre pied et te dire, «Ah bah là, je fais du cash» et au final, tu te rends compte que, bah, en fait, finalement, tu es plus en déficit qu'en bénéfice, quoi. Parce que, bah, à la fois, tu as plein de facteurs qui rentrent en compte, hein. Tu as tes ads, tu as tes retours, clients, tu as tes frais de livraison, tu as tes développements, enfin voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, et qui peuvent, vite te faire perdre le pied, quoi. Donc je pense que là-dessus, il y a différentes, façons de fonctionner, tu vois? Soit, ben, tu as un fichier Excel ou Google Sheet qui te permet de monitorer tout ça, où tu vas rentrer les informations à la main. Ça, c'est bien dans un premier temps parce que du coup, ça te permet c'est hyper pédagogique, quoi. Tu regardes tous tes chiffres toutes les semaines, tu vois d'où ça vient et tu te dis: «Ah ouais, OK, ah je pensais pas que ça nous coûtait tant et tant le logisticien. Ah punaise, les frais de retour, ah punaise, on a beaucoup de retours là». Donc ça te permet de te rendre les chiffres palpables, dans un deuxième temps, bah, tu peux automatiser tout ça pour faire en sorte, justement que, bah, tu as toutes les informations dans un même endroit, un Looker Studio ou autre, qui te permet justement d'avoir toutes ces infos qui sont, dans un même endroit et puis voilà, je sais pas, toutes les semaines, tous les jours, bah, tu as tes chiffres qui s'actualisent et du coup, tu vois directement où en est ton business, quoi. Et pour, faire ce calcul-là, tu utilises, aussi les outils, d'Agicap ou de Pennylane? Ben, en fait, tu as, pour contrôler la marge, c'est plus compliqué. Bah, tu as 2 outils, j'ai plus le nom en tête, qui te permettent, par exemple, de connecter, tu vois, tous tes ads manager, tes Facebook Business Manager, tes Pinterest ads, enfin, même ton Klaviyo et cetera. Enfin, qui permet vraiment d'agréger toutes ces données-là, et du coup, qui te permettent justement d'automatiser tout ça, quoi. Donc ça, c'est une partie où clairement tu peux faire ça, ouais. Ouais. Non, effectivement, c'est un point super important. Moi, je mettrais une mention spéciale pour la marge. Nous, en tant qu'agence, ads pour des marques e-commerce, on a absolument besoin de savoir quelle est la marge de notre client pour savoir aussi quelle est la marge de manœuvre qu'on va avoir de notre côté en termes de coût d'acquisition et de savoir si, les objectifs, qu'on cherche, à aller atteindre, ils sont, réalistes ou pas. S'ils ne le sont pas, quels sont, les chantiers à mener? Des fois, il y a des chantiers de panier moyen, de taux de conversion à aller, mener avant de se lancer dans la bataille de l'Ads, sur Meta, sur Google et cetera. Et ce point de marge qui permet de savoir quelle est la latitude qu'on va pouvoir se permettre d'avoir, bah, il est extrêmement important parce que en ads, finalement, c'est presque celui qui est prêt à le payer le plus cher sa conversion, qui va en rapporter le plus possible, qui va pouvoir mettre le plus de budget, au bout, qui va gagner au fur et à mesure des parts de marché. Mais ça, c'est possible que si on maîtrise extrêmement bien sa marge pour ensuite maîtriser, son CAC, cible, son seuil de, cost of sales et cetera, qui permettent de piloter sereinement des investissements publicitaires. Et tu parlais d'Agicap, de, Pennylane, tu vois enfin, nous, on aime beaucoup, par exemple, Google Sheet aussi, à l'agence. Tu parlais de faire des tableaux à la main. Tu penses quoi, toi, des tableaux à la main? C'est bien un temps, mais ensuite il faut automatiser? Hem, En gros, sur les tableaux à la main et cetera, enfin moi j'ai en fait, c'est comme tu dis, il faut toujours mettre, là où tu en es dans ta croissance. Hem, je pense que ce qui est compliqué et ce qui va te limiter dans ton scale, c'est si tu as un Google Sheet où tu as, 10 personnes qui vont rentrer leurs chiffres et qui peuvent modifier les trucs et tout. En fait, là, tu es sûr qu'en fait, à un moment, le truc, à un moment, il éclate parce que tu as quelqu'un qui t'a changé une formule et en fait, ça t'a pété un peu le truc et du coup, bah, ton calcul de marge, en fait, il est faux. Donc c'est surtout ça, en fait, c'est faut être sûr que ton calcul de marge soit juste, quoi. Donc ouais, moi j'ai pas de souci avec, Google Sheet ou quoi, surtout que après tu peux mettre des automatisations aussi en place avec d'autres outils tierces qui vont t'intégrer toutes ces informations dans le Google Sheet aussi, tu vois? Donc ça dépend de comment est construit ton Google Sheet, tout simplement. Non, effectivement, tu peux, avec des connecteurs, rentrer toute la data de Shopify, de Meta, de Google, de Klaviyo, directement dans un Google Sheet.
et avec des, formules qui sont assez simples, hein. Finalement, on parle que de, division, de multiplication et cetera. Calculer tous les indicateurs dont on vient de parler. Tu vois des choses à ajouter sur cette partie, pilotage des chiffres, des indicateurs à ajouter, des exemples que tu as pu croiser avec d'autres clients? Ouais, ouais. Bah, tu vois, je pense il y a pour moi, il y a une chose à rajouter, c'est aussi après la complexité quand tu as, quand tu as, quand tu des une boutique en propre, par exemple, et quand tu as du B2B aussi, justement, de réussir à agréger aussi toutes ces données-là. Parce que souvent, du coup, tu as différents outils qui vont gérer le B2B, tu as un autre outil qui va gérer ta caisse en magasin, par exemple. Et donc là, du coup, il faut réussir aussi à consolider toute cette information pour justement, là, du coup, tu puisses vraiment bien piloter ton entreprise et pas juste piloter, par exemple, sur l'angle e-commerce, quoi. Donc voilà. Et ça, après, tu peux aussi faire en automatisant, justement, en créant des tableaux de bord automatiques qui vont pouvoir remonter toutes ces informations-là. Trop bien. Donc 3 principaux problèmes, auxquels les e-commerçants font face à ce palier d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le CEO, le manque de process, de structuration, dans les opérations du quotidien et du, management. Et puis ensuite le fait de, pas suffisamment bien comprendre ces chiffres, et on parlait notamment de 2 chiffres particulièrement importants, le besoin en fonds de roulement et la marge. Exactement. Trop bien. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. D'ailleurs, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, les clients que tu accompagnes sur la partie e-commerce, avec lesquels tu as déjà pu mener, un ou plusieurs de ces chantiers-là? Ouais, ouais, carrément. Tu vois, j'ai travaillé avec Boku ou avec, Nali, qui sont passés là cette année qui va être mon associé. Eux, typiquement, on a travaillé sur un sujet justement la gestion de leurs projets en interne. Comment est-ce qu'on peut justement structurer, tout leur, comment est-ce qu'on peut structurer, ouais, tout leur projet? Parce que justement, avec, les équipes grandissantes et cetera, voilà, il faut mettre des process en place pour que, voilà, tout le monde ait l'information, qu'on sache ce sur quoi chacun travaille et être sûr que les bonnes priorités soient bien gérées, ouais. Trop bien, top. Je vais passer à ma, liste de questions, habituelles que je pose toujours en fin de Ouais. podcast. Hem, Toi, est-ce que tu as une marque, e-commerce que tu suis de près, soit parce que, tu la consommes ou soit parce que tu trouves qu'elle se débrouille particulièrement bien en e-commerce? Ouais, moi justement là, une des marques que je suis, beaucoup là et justement que je t'en parlais tout à l'heure, c'est Nali, que j'ai eu le plaisir avec qui j'ai eu le plaisir d'accompagner et de travailler. Ouais, pour moi, c'est vraiment une marque, très inspirante, les fondateurs sont vraiment très ouais, sont très, très bons et puis, ont une vraie volonté de faire des bons produits, de d'avoir un impact et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a pas juste l'aspect business, mais il y a vraiment un peu avoir un impact sociétal et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve, trop bien. Trop bien. Top. Non, effectivement, Naali, on les a vus, effectivement avec leur passage dans, Qui veut être mon associé. C'est une marque, personnellement que je connaissais pas il y a, une bonne année maintenant, mais force est de constater qu'ils se débrouillent extrêmement bien, qu'on les voit de plus en plus, un peu partout et notamment, cités, par des experts comme toi. Donc, c'est top, on mettra le lien vers leur site, en description de l'épisode. Et ma dernière question, est-ce que tu as un invité, un expert comme toi, d'une verticale, en e-commerce ou le fondateur d'une marque, e-commerce que tu me recommanderais d'inviter dans le podcast? Ouais, carrément. C'est un partenaire avec qui je travaille, qui est Ouais, DAF justement et du coup, OK, parfois on intervient sur des sujets ensemble, qui s'appelle Adrien Decker et OK, qui est très, très bon justement sur tous ces sujets de finance. Heu OK, et du coup, ouais, je pense qu'il serait très intéressant de l'avoir à ton micro, ouais. OK, très bien. Bon, je ne manquerai pas d'utiliser ce petit passage-là pour, aller lui parler et lui proposer d'intervenir dans un prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour, tous ces, bons conseils que tu nous as partagés, aujourd'hui. C'était vraiment top et puis c'est cool aussi de voir, que des métiers comme celui-ci, émergent. C'est assez rare de croiser la route d'un CEO part-time pour, des agences, des marques, e-commerce. Pourtant, je pense qu'on est, nombreux à en avoir besoin. Donc c'est top de pouvoir mettre en avant, ton métier. Puis c'est aussi top de pouvoir avoir, de tes bons conseils comme ça dans un podcast. Donc merci beaucoup, Nicolas.
Bah, merci beaucoup, hein. C'était très chouette, merci pour ce bon moment ensemble. Top, très bien. Allez, à bientôt Nicolas, À salut. bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.